Chers internautes, bonsoir, bienvenue à notre chat fiscal. Les deux experts sont présents pour répondre à vos questions. Bonsoir. Stico Clément, bonsoir. 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 Vous êtes tous les deux experts fiscaux auprès du service d'études et de formation d'Ergo. Et vous êtes également co-auteur du guide impôts et placements. Alors la première question qui vient à l'esprit, et on l'a reçue à pas mal de reprises par mail, quelles sont les principales modifications cette année au niveau de la déclaration fiscale? Je vais peut-être m'adresser à vous, Steve. Oui. Bonsoir à tous. Alors effectivement, donc les modifications, cette année, c'est encore une année faste au niveau du nombre de codes qu'on retrouve dans la déclaration. Donc cette année-ci, on en compte au total 810. Et sur ces 810 codes, ça veut dire qu'il y en a eu 38 de plus que l'année dernière. Et sur ces 38 de plus, eh bien, plus de 60% concernent en fait tout ce qui concerne la fiscalité liée à l'habitation. Donc ce qu'on appelle communément le bonus logement. Donc parce que ça nous fait combien de codes alors, plus ou moins, 60%? Donc c'est 23 codes sur 38 qui représentent effectivement donc le cadre neuf. Donc au niveau de ce bonus logement, effectivement, depuis l'année dernière, on arrive à un système de régionalisation, donc l'avantage fiscal lié à l'habitation. Et donc du coup, effectivement, les codes se sont démultipliés en fonction donc du nombre de régions. C'est-à-dire, d'une part, on a les différents systèmes qui ont existé avant la régionalisation, qui continuent d'exister. Et donc, tout ça a été donc multiplié donc au niveau régional, au niveau fédéral, puisque le fédéral octroie encore donc toute une série de réductions d'impôts, notamment par exemple pour l'habitation qui ne serait pas l'habitation propre. Mais je sais qu'il y a pas mal d'internautes qui ont posé des questions là-dessus aujourd'hui, donc on va pas aller trop dans le détail, on répondra de manière très pratique donc à leurs questions tout à l'heure. Alors un autre grand changement, et on en a beaucoup entendu parler dans la presse, c'est la fameuse taxe Caïman. Je ne sais pas si les internautes ont entendu parler, mais sans doute. Donc la taxe Caïman vise finalement donc à taxer ces fameuses constructions juridiques. Donc des sociétés qui seraient détenues justement dans les îles Caïmans, au Panama, au Liechtenstein, voilà, dans tous des paradis fiscaux, et qui permet d'éluder l'impôt en Belgique. Eh bien, c'est une manière pour le gouvernement de récupérer de l'argent qui se serait évadé donc dans ces paradis fiscaux. Et donc, il a mis sur pied donc cette taxe Caïman. Quel est le principe? Plutôt que de taxer la société, c'est le fondateur ou le bénéficiaire de la fondation de la société qui va devoir déclarer ça dans sa déclaration d'impôt. Donc, ça peut quand même faire mal donc à certains contribuables qui ont choisi donc d'éluder de cette manière-là l'impôt en Belgique. Et donc là, effectivement, au cadre 14 de la déclaration, on va retrouver effectivement des nouveautés par rapport à cette taxe Caïman. Alors un autre grand changement, et qui est quand même positif pour l'économie belge, c'est le fameux tax shelter. Donc le gouvernement a voulu pousser les particuliers à financer des entreprises starter, et de deux manières, soit par l'achat directement donc d'actions, donc ils investissent directement dans l'entreprise et ils reçoivent des actions. Ils vont pouvoir à ce moment-là bénéficier de réductions d'impôts de 30, voire même de 45%. Mais il y a une deuxième mesure qui vise finalement à permettre à ces sociétés starter de se financer, donc par la foule, donc le fameux crowdfunding. Et de cette manière-là, les contribuables qui vont prêter de l'argent à ces entreprises débutantes starter via des plateformes de crowdfunding, eh bien, ils vont pouvoir éviter ce qu'on appelle le précompte mobilier sur une certaine partie de l'argent qui a été donné. Donc, ça permet en fait de faire des placements qui seront effectivement moins taxés, en n'oubliant pas non plus effectivement que de prêter de l'argent à des entreprises starter, ça peut être rémunérateur en termes de taux d'intérêt, mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter de prendre un certain risque, puisqu'on sait si un jour l'entreprise fait faillite, on n'est pas sûr donc de pouvoir récupérer ses billes. Donc voilà, c'est un choix qu'il faut faire donc en fonction donc de son appétit au risque, sa volonté de rendement, et puis l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est de pouvoir finalement aider des entreprises qui débutent participer donc à leur évolution.